Bienvenue dans Paroles d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, de la recherche et des débats en histoire. André Loez au micro, on parle aujourd'hui d'industrialisation, d'autobiographie ouvrière au XIXe siècle. Je reçois aujourd'hui Fabrice Ben-Simon pour parler en particulier d'un livre qui s'appelle Les Sentiers de l'ouvrier, qu'il a préfacé, coordonné aux éditions de la Sorbonne. C'est un livre qui consiste en 3 autobiographies d'ouvriers britanniques venus travailler en France au 1er XIXe siècle. Et c'est un livre très intéressant parce qu'il nous permet d'élargir notre vision de cette période. L'époque est maintenant loin où pour parler de ce 1er XIXe siècle, des débuts de l'industrialisation, on disposait de rarissimes témoignages. On pouvait à la limite les compter sur le doigt d'une main. On avait Martin Nadeau, le maçon creusois, on avait le compagnon agricole Perdiguet. Et bien depuis quelques années, on voit de plus en plus de récits, de témoignages issus du monde du travail venir à la lumière. Et ces ouvrages, ces textes plutôt, en font partie et sont très intéressants à regarder pour comprendre cette période. Parmi ces textes qui émergent, il y a quelques mois, Jacques-Olivier Boudon publiait Le plancher de Joachim, un livre à partir d'écrits retrouvés, tracés par un menuisier au revers des lattes d'un plancher qu'il avait posé dans un château dans les années 1880, et donc donnant accès à tout un univers, celui de la France des débuts de la Troisième République, d'un petit village des Hautes-Alpes, d'un univers local tout à fait fascinant. Là, on est dans un autre univers, on est dans Paris, on est au début du XIXe siècle, et on est parmi les ouvriers qualifiés venus de Grande-Bretagne, un univers qu'on va évoqué avec Fabrice Ben-Simon. Bonjour Fabrice Ben-Simon. Bonjour André. Alors, comment êtes-vous tombé sur ces autobiographies ouvrières que d'abord des historiens britanniques ont fait émerger ou intégrer à leurs travaux? Alors, c'est vrai que depuis, disons, une quarantaine d'années, les historiens britanniques ont beaucoup utilisé les autobiographies ouvrières pour des travaux d'histoire sociale en particulier, ponctuellement d'histoire politique, mais beaucoup d'histoire sociale et culturelle. Et du coup, ils les ont cherchés. Ils ont cherché et ils en ont trouvé en fait plusieurs centaines. Oui, c'est ça qui est frappant. Vous le dites dans la préface, plus de 800 pour le 19e siècle. Plus de 800. Souvent des autobiographies qui avaient été éditées, par exemple dans la presse ou en livraison, ou bien qui avaient été éditées à l'usage, à destination d'un cercle local, familial ou d'une communauté villageoise ou d'une petite ville, et puis qui avait été oublié pour l'essentiel. Alors aussi des autobiographies manuscrites, il y en a un certain nombre qui du coup ont été publiées pour la première fois, mais par exemple dans le cas de ces 3 extraits, là, il s'agit de textes qui au XIXe siècle étaient parus sous différents formats, notamment dans des journaux, et qui, à la faveur de l'histoire sociale depuis, donc, disons, 40 ou 50 ans, et de la recherche de sources plus proches des acteurs, venant du bas, venant des couches populaires, des classes populaires sur lesquelles, au XIXe siècle, beaucoup de choses étaient écrites, mais par lesquelles peu de documents écrits étaient produits et nous sont parvenus. Ils permettent un petit peu de contourner ce biais de la bourgeoisie, des classes supérieures, écrivant sur les classes populaires, puisqu'on a là des textes qui ont été composés, alors dans des conditions qui sont parfois difficiles à élucider, mais enfin qui ont été qui recueille une parole ouvrière. Alors, cette parole ouvrière, vous l'avez dit, c'est depuis 40-50 ans maintenant que l'historiographie l'a intégrée. On peut peut-être dire un mot de ces historiens, les historiens marxistes en particulier, autour de la revue Past and Present, qui ont commencé à faire émerger ces travaux autour de beaucoup de questionnements sur la classe ouvrière britannique. Voilà, alors en effet, c'est un mouvement qui s'est amorcé dans les années 50 et 60, autour de revues, comme Past and Present et de History Workshop, aussi autour de pratiques. Il y a eu tout un essor de ce mouvement de l'atelier de l'histoire en Grande-Bretagne qui visait non seulement à démocratiser la pratique de l'histoire et de dire que l'écriture de l'histoire, la production des récits historiques, ça n'était pas le monopole des universitaires, mais que ça pouvait venir de très nombreuses personnes dans différentes couches de la société. Et puis, parallèlement à cette démocratisation, à ce souci démocratique, un souci aussi d'élargir les sources. Traditionnellement, pour le XIXe siècle, les sources classiques, c'était
les rapports parlementaires, les statistiques publiques, La presse. la presse, et encore pas toute la presse, souvent la presse londonienne des élites, pas forcément les journaux locaux qui étaient pourtant très nombreux au XIXe siècle, c'était quelques grands noms. Et ces historiens, en effet, qui souvent étaient inspirés par le marxisme, ont cherché à élargir leurs sources et à trouver des sources, comme je l'évoquais, qui soient plus proches des acteurs eux-mêmes, des actrices. Alors plus proche des acteurs, en même temps, il ne faut pas, vous le dites, avoir l'illusion qu'on a accès au monde du travail sans aucun filtre, et en particulier à ces catégories les plus dominées. Ici, les 3 acteurs, on va en parler, les 3 témoins dont vous restituez les textes, ne sont pas issus des couches les plus pauvres, les plus défavorisées, sont quand même des ouvriers qualifiés, des gens qui ont pu avoir accès à l'écriture. Il y a quand même toujours, pas un biais total, mais quelque chose qui fait écran aux réalités sociales les plus dominées. Oui, alors bon, à l'époque, en Grande-Bretagne, vers 1850, beaucoup d'ouvriers savent lire et écrire, sans doute une majorité d'entre eux, en particulier des hommes, et les ouvriers qualifiés, c'est la règle. C'est la règle. Les ouvriers qualifiés savent en général lire et écrire, mais c'est vrai que, d'une part, il y a toute une population d'ouvriers agricoles, d'ouvriers avec une qualification qui n'est pas vraiment reconnue ou qui n'est pas vraiment établie, de femmes. Les femmes sont très rares à nous avoir laissé des autobiographies, et pourtant les femmes constituent une très grande partie du monde du travail au XIXe siècle. Donc, en effet, de très nombreux témoignages sont inexistants, nous échappent. Alors, ces ouvriers, dans le cas des 3 là, dont il est question. Voilà, on va les citer: John Colleen, Charles Manby Smith, William Duthie, 3 ouvriers qui sont venus à des moments différents. On va évoquer peut-être ensuite chacun de ces exemples. Ils sont venus travailler à Paris, travailler en France, principalement sous la Restauration et la monarchie de Juillet. Voilà, alors, juste pour terminer, ils s'inscrivent dans ce schéma, c'est-à-dire que souvent, les autobiographes, ce sont des artisans, des ouvriers qualifiés, qui ont réussi quelque chose, et qui racontent à travers leur autobiographie leur progrès, leur cheminement, leur aboutissement, leur réussite sociale ou morale. Et oui, leur rédemption parfois. On voit qu'il y a un schéma, notamment le premier d'entre eux, John Colleen, qui dit qu'il a échappé à l'alcoolisme, qu'il a surmonté son alcoolisme atavique, qu'il avait hanté des décennies durant, et finalement c'est le récit de quelqu'un qui vise aussi à édifier ses lecteurs. Voilà, et on sait, en fait, même on ignore si son récit n'a pas été recueilli par un tiers, comme c'était fréquemment le cas à l'époque, et recueilli, transcrit pour les besoins d'une cause, en l'occurrence la lutte pour la tempérance, c'est-à-dire la lutte contre la consommation d'alcool au XIXe siècle. Il y a un grand mouvement de la tempérance qui a fabriqué, en quelque sorte, qui a suscité au moins de très nombreux récits de ce type de rédemption. Alors un mot sur les logiques qui les ont amenés en France, parce que c'est pas quelque chose qu'on a forcément l'habitude de voir, des ouvriers britanniques, des immigrés britanniques en France. On pense plutôt à une immigration italienne, en particulier pour le 19e. Là, on a les ouvriers qualifiés britanniques qui viennent en France, qui viennent travailler. Comment on explique cette logique et comment on peut la réinsérer peut-être dans l'histoire migratoire aussi du Royaume-Uni ? Alors eux, ils ont des parcours très divers. Bon, l'un d'entre eux est un apprêteur de cuir, déserteur de l'armée, qui se retrouve comme ça en France. Le second est un typographe qui vient à Paris parce qu'il a entendu qu'il y avait du travail à Paris, alors qu'à Londres, il y avait une crise dans les années 1820. Alors on peut peut-être dire un mot d'explication sur ce travail à Paris pour les typographes, parce qu'à Paris, on le lit dans l'ouvrage que vous avez publié, il y a finalement un marché noir de l'édition en langue anglaise. En effet, alors ce Charles Manby Smith, donc lui il est typographe anglais, et sans doute qu'en arrivant il maîtrise peu le français, mais à Paris, comme d'ailleurs dans d'autres villes européennes, il y a une production d'ouvrages en anglais destinée à la contrebande vers le marché britannique. Donc il s'agit pour des éditeurs comme Galignani, qui était un éditeur établi à Paris, de récupérer des textes qui vont se vendre, par exemple, je sais pas, Walter Scott, on est dans les années 1820, ou James Fenimore Cooper, et de les publier bon marché, de les exporter vers le Royaume-Uni, et de concurrencer souvent avec succès les éditions britanniques qui sont plus coûteuses. Voilà, c'est des éditions pirates avant la lettre en quelque sorte. Ouais, souvent bon marché. Et donc lui, il travaille à cette activité, et il n'est pas d'ailleurs
le seul. Il y a dans son atelier un Espagnol, un Italien, je crois, enfin différents ouvriers parlant et maîtrisant différentes langues qui composent dans leur langue, qui ne composent pas en français mais qui composent dans leur langue. Alors, ces trois parcours sont singuliers, en même temps, ils s'inscrivent dans une logique plus générale qui est celle du mouvement des Britanniques au XIXe siècle. Est-ce qu'on peut dire un mot de ce phénomène migratoire de très grande ampleur ? Alors, en effet, donc les Britanniques, après la fin des guerres napoléoniennes, ont une longueur d'avance dans l'industrialisation par rapport à l'ensemble des pays du continent. Et il y a eu une certaine coupure qui s'était opérée pendant le blocus continental et les guerres de la Révolution et de l'Empire. Et du coup, un décalage significatif qui conduit un certain nombre d'entrepreneurs du continent à soit acquérir des machines britanniques pour lesquelles ils ont besoin d'ouvriers britanniques sachant les faire fonctionner, soit qui conduit des entrepreneurs britanniques à tenter leur chance sur le continent, sachant qu'ils ont un avantage concurrentiel avec des techniques, avec des savoir-faire, avec des machines plus performantes que celles de leurs concurrents continentaux. C'est vrai que c'est un mouvement relativement ample qui dure, disons, un demi-siècle avant que des pays comme la France, les États allemands ou la Belgique eux-mêmes s'engagent dans la révolution industrielle et graduellement rattrapent la Grande-Bretagne. Donc on a en quelque sorte un phénomène inverse de la grande migration des Irlandais au milieu du XIXe siècle, et plus une migration de la misère, de la famine. Là, on a une migration de gens qui sont plus qualifiés, qui ont un avantage comparatif finalement à venir travailler dans des pays qui sont en train de rattraper la Grande-Bretagne. Tout à fait. Alors par exemple, si on prend la dentelle, la dentelle mécanique est mise au point en Grande-Bretagne autour de 1810. En France, il y a une grande industrie de la dentelle manuelle. Mais les denteliers britanniques, en 1815, voient un peu une opportunité. Alors, il y a des droits de douane élevés à l'entrée du marché français. Oui, on n'est pas encore dans l'ère du libre-échange qui va s'installer après les années 1830 et surtout en 1860. Voilà, c'est ça. Le libre-échange s'impose plus tard. Et pour contourner ces droits de douane, un certain nombre de denteliers britanniques viennent des Midlands et puis s'installent notamment à Calais, dans le nord de la France. Et là, en quelques décennies, impose une industrie qui ruine la dentelle à la main, qui employait sans doute plusieurs centaines de milliers de femmes dans plusieurs régions françaises. Donc c'est un exemple, en effet, de migration qualifiée, souvent bien renseignée, une migration qui n'est pas, précipité, qui se fait selon des logiques, avec des informations assez précises, une bonne documentation, et qui s'appuie sur un différentiel technique entre la Grande-Bretagne et l'Europe. On le lit d'ailleurs dans le texte du typographe Mandy Smith qui explique que les ouvriers français composent très lentement, que lui gagne beaucoup plus d'argent parce qu'il a l'habitude de composer ses lignes typographiques à grande vitesse et que les ouvriers français, d'ailleurs il dit aussi qu'ils sont un petit peu paresseux parfois, enfin il y a un regard parfois un peu acerbe dans ces textes qui est très intéressant. Parmi les choses intéressantes aussi sur ce phénomène migratoire, il y a la question du contrôle. À plusieurs reprises, il est question du passeport que l'on doit viser, on a l'impression à la fois d'une grande liberté de circulation, mais en même temps, de temps en temps, de ces contraintes administratives qui peuvent peser sur les parcours, du fait qu'il faut acquitter le visa, qu'il faut se faire enregistrer, en particulier avec le livret ouvrier qui a une grande importance. Est-ce qu'on peut dire un mot de ces aspects ? Alors, à l'époque, il y a un peu un paradoxe. D'une part, par exemple, l'État français ne recense pas, avant 1851, les étrangers. Et il y a une grande liberté, en quelque sorte, de circulation. D'ailleurs, il y a beaucoup de Britanniques qui ne sont pas des ouvriers, qui viennent en France, qui y compris fondent un peu le tourisme en France, qui s'installent dans des stations qui deviennent des stations relativement... Oui, ce qu'on appelait le grand tour, des classes supérieures qui avait commencé au XVIIIe siècle d'ailleurs. Alors, et puis, le grand tour, c'était vraiment une pratique aristocratique qui était établie sous l'Ancien Régime, mais là, ça prend y compris la forme de l'installation. Par exemple, des stations comme Pau, comme Boulogne-sur-Mer, comme ensuite plus tard Cannes, Nice, sont développées souvent en partie à l'initiative... l'alpinisme qui se développe à partir du Second Empire a souvent pour initiateurs des aristocrates ou des bourgeois, des rentiers britanniques qui viennent explorer les Alpes. Alors, donc vis-à-vis d'eux, il y a une grande tolérance sur la circulation. Le contrôle qui s'exerce pour les ouvriers britanniques, c'est souvent un contrôle qui s'exerce en fait pour l'ensemble des ouvriers, comme celui du livret ouvrier que vous avez
évoqué, qui est un livret qui oblige les ouvriers à déclarer leurs employeurs, à déclarer leur résidence, qui tombe un peu en désuétude sous le Second Empire, mais qui fait en effet partie des formalités qu'ils doivent remplir. Et en même temps, ces ouvriers, pour peu qu'ils ne fomentent pas de troubles, qu'ils ne participent pas à des émeutes, qu'ils ne soient pas dans des organisations conspiratives, sont acceptés, parce que les autorités voient aussi le bénéfice économique qu'elles peuvent retirer au fait d'attirer ces ouvriers qualifiés. Déjà au XVIIIe siècle, la monarchie avait cherché à recruter en Grande-Bretagne un certain nombre d'artisans pour bénéficier de leur savoir-faire. Alors en parlant de troubles et d'émeutes, justement, on a affaire dans ces textes aussi à des témoins des événements politiques de leur temps, notamment le second Manly Smith, qui est témoin de la Révolution de 1830, témoin des Trois Glorieuses, qu'il regarde d'ailleurs avec une certaine distance. D'un côté, il dit « La Révolution, je cite, délivra la nation française d'un suppôt des Jésuites qui était à la fois un lâche et un imbécile », c'est Charles X, et en même temps, il explique qu'il avait une indifférence presque totale à la Révolution, qu'il reste à l'écart. Oui, alors c'est ce Charles Manly Smith... quand il écrit, il était relativement conservateur, c'était pas un ouvrier révolutionnaire. Ce qui est intéressant dans son témoignage, c'est il vit les Trois Glorieuses un peu au ras du sol. Il se déplace, il voit les barricades. Il est même réquisitionné pour dépaver des rues et alimenter les barricades en pavés. Et puis au bout d'une heure, il explique qu'il arrive à se débiner parce qu'il n'a pas du tout envie de continuer à faire ça. C'est très fatigant et ça l'intéresse pas de risquer sa peau aussi. On voit aussi cette dimension. Oui, alors là, on a quand même la petite difficulté il s'agit d'un récit qui est publié 20 ans plus tard. Quelle est la part de l'expérience vécue et quelle est la part de la reconstruction à des fins édificatrices? En quelque sorte, il est impossible de le démêler. Oui, parce que ces textes sont imprégnés, vous le dites, d'une éthique victorienne, de l'amélioration personnelle. Finalement, dans la société victorienne, c'est pas la lutte collective qui est valorisée pour obtenir un changement politique ou social, mais c'est davantage l'idée que chacun, par son épargne et par son travail, va pouvoir s'améliorer et s'élever dans la société. Et ces trois textes, chacun à leur manière, ils s'inscrivent plutôt dans cette tendance. Voilà, alors il y a quand même, parmi les 800 et quelques autobiographies qui nous sont parvenues, il y a des récits de lutte et de combat, et il y a un certain nombre de radicaux, de chartistes, de trade unionistes, de suffragistes, de socialistes, qui ont écrit des mémoires où ils centrent le récit sur leur opposition à la condition qui était faite aux classes populaires, à la nouvelle classe ouvrière qui se crée pendant cette révolution industrielle. Mais en effet, ces trois témoins, ça n'est pas le cas. Ils cherchent à progresser individuellement, à s'améliorer, et leur autobiographie est axé en quelque sorte et a comme horizon d'attente cette amélioration. Alors, on a parlé de révolution, ce sont les 170 ans des révolutions de 1848. Il y aura un grand colloque à la Sorbonne, je crois que c'est du 30 mai au 1er juin, autour des acteurs de ces révolutions. Et du coup, je ne peux pas recevoir le grand spécialiste de l'Angleterre au milieu du 19e siècle sans vous poser la question que tout le monde se pose. Pourquoi il n'y a pas eu de révolution en Angleterre en 1848 ? Alors on fait un petit bond à travers la Manche. Donc en Grande-Bretagne, en 1848, il y a de très nombreuses mobilisations, en particulier sur deux fronts. D'une part, à l'époque, l'Irlande fait partie du Royaume-Uni et l'Irlande est traversée par une famine terrible qui tue plus d'1 million de personnes, mais une petite minorité nationaliste cherche à s'appuyer sur la révolution du continent pour réclamer l'indépendance ou l'autonomie vis-à-vis de la tutelle britannique. Ça, c'est un front. Et puis, il y a un autre front qui est le mouvement chartiste. Alors, le mouvement chartiste, c'est un mouvement qui n'est pas très connu en France, qui est un mouvement à la fois démocratique dans ses objectifs, qui est un mouvement qui se bat pour le suffrage universel. Oui, le nom vient de la Charte du peuple, écrite en 1838, qui a 6 points, et le premier de ces points, c'est le suffrage universel. Voilà, le suffrage universel masculin, et qui est un mouvement ouvrier massif, comme à l'époque aucun pays n'en connaît, puisque, par exemple, la deuxième vague de pétitions pour la Charte du peuple recueille plus de 3 millions de signatures, c'est-à-dire un bon tiers des adultes de Grande-Bretagne.
Bon, c'est tout à fait colossal. Et en 1848, le mouvement chartiste tente une troisième pétition qui est rejetée par le Parlement, même si en fait le nombre de signataires est bien supérieur au nombre d'électeurs du pays légal. Alors ça ne répond pas à la question de pourquoi. Non, mais c'est vrai que c'est l'arrière-plan, parce que c'est une question que se sont posées les contemporains. Beaucoup pensaient qu'avec une telle classe ouvrière, avec de telles mobilisations, inéluctablement, la Grande-Bretagne connaîtrait aussi des formes de révolution, comme la France en avait connu, et donc c'était un horizon d'attente pour beaucoup de gens. C'est vrai. Alors ce qui est vrai, c'est qu'en Grande-Bretagne, la bourgeoisie, et la bourgeoisie au sens large, y compris la petite bourgeoisie, les classes moyennes, se sont enrichies à la faveur de l'industrialisation, à la faveur des développements du commerce, à la faveur des progrès du libre-échange, qui en Grande-Bretagne s'impose dans les années 1840. Du développement de l'Empire aussi. Du développement de l'Empire, c'est un peu le début aussi, en effet, d'un certain nombre sinon de rentrée d'argent, du moins de perspective. Et puis, cette bourgeoisie, elle partage le pouvoir politique, elle est solidaire de l'aristocratie, dont souvent elle épouse les modes et les aspirations culturelles, et donc elle fait bloc autour du régime, autour du pouvoir, alors que souvent les révolutions européennes démarrent sur des ruptures entre cette bourgeoisie bridée et conquérante et le pouvoir qui est souvent très marqué par la monarchie, l'absolutisme, ou en tout cas la défense des intérêts fonciers. Donc en Grande-Bretagne, il n'y a pas cette opposition, et du coup... Donc il n'y a pas d'alliance possible entre les classes populaires finalement et la middle class, elle, très solidaire de l'ordre social. Dans l'ensemble, c'est en effet ce qui se passe, ce qui fait que les classes populaires, la classe ouvrière, se retrouvent relativement isolées socialement, face à un État qui, lui, s'est quand même développé, qui a mis en place un appareil répressif relativement sophistiqué, qui déjà utilise le chemin de fer, par exemple, pour déplacer les troupes, qui a aussi un appareil judiciaire assez efficace, qui utilise la déportation pénitentiaire pour se débarrasser des couches sociales les plus dangereuses. Voilà, les indésirables sont envoyés en Australie. Tout à fait, les indésirables sont envoyés en Australie. Les indésirables, que ce soit sur le plan du droit commun ou sur le plan politique, et qui utilisent aussi, en effet, les ressources de l'Empire, y compris des ressources militaires ou fiscales, pour ponctuellement éteindre des contestations. Au-delà de ces aspects politiques qui ne sont pas au cœur de ces textes, mais qui sont malgré tout au cœur de la période et qui sont traversés, qui sont en filigrane finalement dans ces textes, il y a aussi toute l'épaisseur de la vie sociale, de la vie quotidienne ouvrière dans le Paris des années 1830-1840 qui ressort de ces textes. Est-ce qu'on peut en dire un mot, notamment des pratiques de sociabilité entre ouvriers où l'alcool, la nourriture tiennent une grande place? Oui, alors c'est ce qu'on appelle la fabrique collective parisienne. Donc à Paris, il y a encore peu d'usines, peu de fabriques au sens... britannique du terme, peu de factories, mais par contre, il y a dans des quartiers entiers des immeubles qui sont consacrés à des activités artisanales qui elles-mêmes sont intégrées à des circuits commerciaux, à des chaînes de production qui en font un peu une ville industrielle, une ville très ouvrière en particulier. Là, on voit notamment sur la rive droite toute l'activité qui existe. Alors, les pratiques de sociabilité, les clubs, l'autodidaxie, la lecture des journaux, les loisirs aussi, y compris les loisirs qui sont organisés aux portes de Paris, puisqu'il y a toute cette barrière fiscale qui sépare la capitale de ses faubourgs et qui fait que nombreuses activités ont lieu aux portes, les théâtres, les boulevards, enfin, ces différents témoins, chacun à leur manière, évoquent un peu des aspects qui ne sont pas méconnus, mais enfin auxquels ils donnent un point de vue original de cette vie ouvrière qui complète de façon assez intéressante les récits de Martin Nadeau, d'Agricole Perdiguier que vous avez évoqués. Alors il y a parmi ces pratiques ouvrières ce qu'on appelle la Saint-Lundi. Est-ce qu'on peut expliquer de quoi il s'agit? Parce que c'est aussi la question du rythme de travail, du rythme hebdomadaire du travail qui est en jeu dans ces débuts de l'industrialisation. Alors en effet, donc, les pratiques artisanales en vigueur en Grande-Bretagne, c'était de travailler
le samedi, de ne pas travailler le dimanche, qui était réservé au culte et à la famille, et souvent de ne pas travailler le lundi. De ne pas travailler le lundi, qui était lui réservé aux amis, aux réunions, au temps passé dans les public houses, dans les tavernes, et puis à différentes formes de sociabilité, de vie, de club, de loisirs populaires. Et au fur et à mesure des progrès de la révolution industrielle, les fabricants cherchent à discipliner le monde ouvrier et à mettre fin à cette absence de travail le lundi, donc il y a une lutte, une tension entre des traditions bien établies et l'industrialisation, la tentative des fabricants de mettre fin à la salarié. Et c'est cette tension, alors elle est très vive en Grande-Bretagne, et elle dure quasiment un siècle. La disparition de la Saint-Lundi n'est avérée vraiment qu'à la fin du XIXe siècle. Mais elle existe aussi en France. Il y a des travaux aussi qui montrent qu'en France, même si c'est moins systématique, il y a quand même une tradition qui veut que dans les milieux artisanaux, on considère que le lundi, on ne travaille pas ou on travaille moins que les autres jours de la semaine. Ça fait partie de... C'est intéressant parce que ça nous rappelle aussi que la révolution industrielle et la mise en place d'une discipline de travail propre à l'usine, ça s'est fait progressivement. On parlait de 1848, pardon. En 1848, tous les grands rassemblements politiques organisés par les chartistes ont lieu le lundi, parce que c'est le jour où... le jour où on a du temps disponible pour la mobilisation et on n'est pas obligé de gagner son pain. On considère que c'est une journée qui est consacrée à autre chose qu'à travailler et en effet à gagner sa vie. Alors c'est très important d'avoir ce recul effectivement parce que pour des étudiants en particulier, on a parfois l'image d'un 19e siècle déjà entièrement ouvrier, déjà entièrement industriel, déjà entièrement à l'usine moderne telle qu'on l'imaginera par la suite. Et en fait là on restitue des pratiques qui sont des héritages de l'ancien régime très lentement transformés ou très progressivement transformés. Alors pour terminer sur ces ouvrages, comment ces ouvriers britanniques sont-ils reçus dans la société française ? Est-ce qu'on sait s'il y a un accueil qui leur est fait qui est favorable ? Quand on lit leurs textes, on comprend qu'assez vite ils se font des amis, des compagnons, qu'il y a même des intrigues amoureuses par moments qui peuvent se nouer. Mais vous évoquez aussi à certains moments des vagues de xénophobie ou peut-être des moments de xénophobie. Alors en effet, à l'époque, il y a plusieurs milliers d'ouvriers britanniques qui vivent en France et on constate d'une part qu'ils s'intègrent sur bien des plans, par des mariages, par des unions libres, par l'adhésion à des sociétés ou à des clubs qui sont en France. Parfois, on voit que dans tel village, il y a un ouvrier britannique qui vit au milieu de Français. Et puis, en même temps, ponctuellement, dans le cas en particulier de crise industrielle, commerciale ou frumentaire grave, il y a des tensions où le langage de la nationalité peut être mobilisé pour justifier la défense, par exemple, du droit à un travail. Alors, c'est particulièrement le cas en 1848. En 1848, les journées de février sont suivies d'un certain nombre de mobilisations xénophobes où les étrangers, notamment les Britanniques dans le Nord et en Normandie, sont pris pour cible au motif qu'ils ne sont pas français. Ce qui est contradictoire parce qu'on est aussi à un moment où dans les milieux ouvriers qui comptent aussi beaucoup de républicains français, on se mobilise pour l'Italie, on se mobilise pour la Pologne, on a une passion pour les nationalités, mais en même temps ça coexiste avec ces tensions dans le monde du travail. Voilà. Et avec ces tensions dans le monde du travail, qui souvent n'est pas un monde du travail organisé. Parce que si on va par contre regarder les pétitions, les journaux ouvriers, disons que ces logiques sont moins manifestes que elles le sont ponctuellement dans telle ou telle crise, dans telle ou telle émeute. Alors, il s'agit souvent de mouvements de très courte durée, éphémères, liés à des circonstances sans atavisme, y compris parfois des ouvriers qui ont été chassés reviennent. Mais c'est vrai qu'autour du milieu du siècle, il y a cette rhétorique de la nationalité qui se met en place, puisqu'on dit souvent qu'avant 1848, l'étranger, ce n'est pas l'étranger d'un autre pays. En France, c'est l'étranger d'un autre village ou d'une autre région. Et puis, en fait, à partir de 1848, cette logique de la nationalité, elle se met en place. Et d'ailleurs, dans les années qui suivent, à partir des années 1860, un certain nombre de militants ouvriers vont chercher à dépasser cela
par des associations internationales, notamment la première d'entre elles, la plus importante, l'Association internationale des travailleurs, créée en 1864, qui vise justement à dépasser ces oppositions entre nationalités. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on peut, pour finir, citer un ouvrage, un texte que vous voudriez conseiller à ceux et celles qui nous écoutent ? Oui, pour celles et ceux qui s'intéressent à l'histoire britannique, vient de paraître aux éditions Libertalia l'histoire des suffragistes radicales. Alors, c'est un ouvrage de Jill Lexington et Jill Norris, deux historiennes britanniques. Ouvrage qui est paru pour la première fois outre-Manche en 1978, qui vient d'être traduit en français et qui retrace un combat méconnu, qui n'est pas celui d'Emmeline Pankhurst, la suffragette. Figure la plus célèbre. Figure célèbre, dont y compris la vie a été portée à l'écran, mais celle d'ouvrières du nord de l'Angleterre qui, anonymes, ont mené pendant un bon quart de siècle un combat non seulement pour le droit de vote des femmes, mais aussi pour le droit à l'égalité des salaires, pour le droit des enfants à être scolarisés, pour l'émancipation ouvrière, pour le socialisme, et cet ouvrage, qui est fondé vraiment sur une histoire locale menée dans la région de Manchester, rend, avec beaucoup de talent, nous fait revivre cette histoire oubliée. Merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist et à bientôt pour un prochain épisode.